Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme annoncé dans mon petit short, oui je sais peut-être le son n'était pas terrible, je vais vous parler de la dernière salve des fichiers Twitter. Nous en sommes à la 7e. La 6e commençait déjà à ébaucher un problème assez majeur concernant l'interventionnisme du FBI. Eh bien, je ne vais pas vous faire l'état de tout le descriptif, je vous le mettrai en descriptif d'ailleurs. Le descriptif en descriptif, elle est bonne. En résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'aujourd'hui, nous savons que finalement le FBI a bel et bien infiltré Twitter. Cette infiltration, elle a commencé de façon timide, en commençant à solliciter Twitter à partir de 2016. Comme vous le savez, Twitter, Facebook ont été plus ou moins montrés du doigt par les démocrates pour avoir ou ne pas avoir censuré, empêché certaines publications à l'encontre de Hillary Clinton. Et à partir de 2016, donc la victoire de Donald Trump, des jeux d'influence à Washington ont commencé à se mettre en branle pour commencer à mettre une responsabilité sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter en particulier, évidemment, ce sont des entreprises qui font du business, qui ont des business. Et c'est plutôt malvenu de se faire attaquer par des politiciens. Donc, ils ont plus ou moins ouvert le robinet à la possibilité de pouvoir travailler, de pouvoir collaborer avec des institutions et des instances pour mieux gérer les choses. Sauf que très rapidement, lorsque les premières ébauches de l'élection présidentielle de 2020 se sont présentées, Twitter a bien senti qu'il commençait à y avoir énormément de pression. Pourtant, malgré l'infiltration, Twitter a résisté aux exigences du FBI en particulier. Sauf qu'il était déjà trop tard. Pourquoi? Parce que des anciens agents du FBI, de par leurs compétences, de par leurs connaissances, de par leur savoir-faire, ont été intégrés dans les équipes de Twitter, placés évidemment à des postes stratégiques, plus particulièrement en ce qui concerne la modération. La modération des propos, la modération des contenus qui sont publiés sur Twitter. Et force est de constater que ces individus, malheureusement, en interne, ont commencé à faire plus que ce qu'ils étaient normalement censés faire. Et c'est ainsi qu'en 2020, au moment où le Washington Post publie, ou est sur le point de publier, je dis bien sur le point de publier, son fameux article sur le portable Hunter Biden, eh bien déjà au sein même des services de Twitter, ça a commencé un petit peu à remettre dans les brancards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons qu'au sein de Twitter, des exigences, des demandes, exigences, vous voyez, c'est un peu comme, vous connaissez, les recommandations de la Commission européenne, c'est des recommandations, mais on sait que ce sont des ordres. Mais on ne peut pas dire que c'est des ordres, puisque sinon, ça ne serait pas très démocratique. Donc on fait l'usage du terme recommandation. Et bien là, le FBI a fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il a sollicité à ce que Twitter fasse très attention, et plus particulièrement à l'encontre du Washington Post et d'un certain article qui pourrait éventuellement sortir dans les heures, voire les jours à venir. Sauf que Twitter n'a pas immédiatement compris l'importance et le problème de cet article. Alors non seulement ils n'ont pas forcément peut-être accepté de faire une censure claire, nette sur l'article du Washington Post, et du coup l'article est sorti, et du coup évidemment sur Twitter et Facebook, l'article a été relayé. Sauf qu'il a fallu, au bout de quelques heures, qu'au sein même de Twitter, des gens commencent à prendre l'initiative, en dehors de tout ordre, en dehors de toute consigne donnée par la direction de Twitter, à censurer et à bloquer l'article du New York Post. Alors évidemment, à l'époque, quand c'est arrivé, on s'est dit
Twitter, oui, ils sont en train de faire de la censure. Ils sont en train d'empêcher les gens, sur Twitter, d'accéder à cet article. Qui plus est, faire en sorte aussi de bloquer ou de censurer ou de suspendre les comptes de gens qui sont notoirement connus pour pouvoir justement relayer et expliquer cet article. Qui plus est, des gens qui déjà avaient traité le problème d'Hunter Biden et déjà traité en amont le problème de ce fameux portable. Voire même d'Hunter Biden à partir de 2014, où dans la campagne présidentielle, des informations commençaient à être réutilisées sur les us et coutumes et les mœurs du fils Biden. Sauf que, évidemment, ça a fait boule de neige. Ça a fait boule de neige parce que sur les réseaux sociaux et sur Twitter, évidemment, ça a fait un tweet et surtout un hashtag pour dire, regardez, Twitter est en train, tout simplement, de faire de la censure. Et évidemment, c'est remonté à la haute direction de Twitter, et c'est remonté aux oreilles de James Dorsey. C'est James ? Je ne sais plus son prénom. Et en l'espace de 24-48 heures, la censure qui s'était appliquée sur le Washington Post a été tout de suite arrêtée. Mais, évidemment, le Washington Post, lui, était le premier à faire la démonstration. Regardez, notre article a été censuré par Twitter. Donc c'est bien la preuve que Twitter, aujourd'hui, est un bras armé des démocrates. C'est à partir de là, de cette élection 2020, que Twitter a commencé à être dans le collimateur. Comme je vous l'avais dit, pas seulement dans le collimateur de certains parlementaires américains, aussi bien démocrates que républicains. Sauf qu'évidemment, vu que Trump a perdu, vu que Joe Biden a gagné, certains démocrates qui en avaient déjà gros sur la patate sur 2016 et qui tenaient pour responsable Twitter, eh bien aujourd'hui se trouvent des liens d'intérêt avec certains républicains à vouloir peut-être monter une commission pour vérifier si finalement Twitter mérite de continuer à exister. Sauf qu'aujourd'hui, cette commission d'enquête, elle n'a plus lieu d'être, puisqu'aujourd'hui, Elon Musk a racheté Twitter. Et force est de constater qu'avec ces fichiers qu'on voit aujourd'hui être publiés, cela confirme bien que finalement, Elon Musk a tout simplement sauvé la valeur de Twitter auprès des actionnaires. Que si Elon Musk n'avait pas racheté Twitter, certainement que très rapidement Twitter se serait retrouvé dans une sérieuse merde, de par certainement des commissions d'enquête, voire des plaintes déposées contre Twitter, contre le réseau social. Donc vous voyez, les choses se précisent. Elles se précisent d'autant plus que, évidemment, aujourd'hui, les démocrates sont extrêmement gênés. Ils sont extrêmement gênés, pourquoi ? Tout simplement parce que le FBI, qui est censé être quand même une administration indépendante, mais finalement, aujourd'hui, elle fait la démonstration qu'elle a quand même, ne soyons pas naïfs, servi les intérêts des démocrates à faire en sorte de planquer sous le tapis certaines informations. Pire, et c'est là que le FBI, je pense, dans les mois à venir, va y avoir de gros soucis. Parce que les documents Twitter semblent révéler que la fameuse histoire, que l'histoire du portable d'Hunter Biden, à un moment donné, les réseaux sociaux ont commencé à balancer l'information officielle, vérifiée, fact-checkée, affirmée et affinée par les autorités de Washington et donc du FBI, accompagnée de la CIA, que cette histoire du portable d'Hunter Biden n'était en fait qu'une histoire de toutes pièces montée par le Kremlin. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons des documents qui sont publiés qui démontrent que cette histoire est complètement fausse. C'est-à-dire que vous avez même des responsables qui ont travaillé au FBI, qui connaissent très bien le FBI, et qui eux-mêmes le disent quand on a vu cette histoire apparaître.
quand on a vu des réseaux officiels dire que cette histoire du portable d'Hunter Biden, c'est du bidon, c'est une histoire complètement montée de toutes pièces par le Kremlin pour discréditer Joe Biden. Lui-même, il le dit, il dit « moi, j'y croyais pas ». Je croyais pas parce que dans les couloirs du FBI, on savait déjà le problème du portable d'Hunter Biden. On savait déjà le problème des contenus du portable d'Hunter Biden. On savait déjà que ces contenus pourraient poser problème à Joe Biden. Sauf qu'évidemment, les révélations de Twitter, eh bien aujourd'hui, pour évidemment peut-être la minorité, la marginalité de certains Américains qui suivent le dossier et qui essayent de vulgariser les choses pour que les gens comprennent l'importance et la gravité de la situation comme je suis en train de le faire, eh bien ça soulève la question, ça soulève même plusieurs questions. C'est aujourd'hui, est-ce que le FBI peut continuer à être une administration sur laquelle on peut avoir confiance ? Est-ce que le FBI aujourd'hui n'est pas une entité qui sert les intérêts de certains politiciens pour faire taire certaines vérités ? Et enfin, si les faits sont avérés, est-ce qu'il va y avoir un processus, est-ce qu'il va y avoir une procédure parlementaire, judiciaire, pour réclamer des réponses à des questions auprès d'officiels ? Sauf que là encore, c'est pas forcément gagné. Souvenez-vous, il y a une commission parlementaire du Sénat qui a déjà posé la question au FBI concernant le fameux portable d'Hunter Biden. Et souvenez-vous que ce responsable du FBI a répondu à la question « Est-ce que oui ou non vous détenez ce portable ?» Il dit « Oui, nous l'avons, sauf qu'on ne sait pas où il est. » Je vous avais même parlé de cette histoire. Et comment le FBI a réussi à récupérer le portable, mais qu'aujourd'hui il est incapable de vous dire où il est, où est passé ce portable. Qui en avait la responsabilité? Où est-ce qu'il a été archivé? Personne ne sait. Fort heureusement, c'est le responsable de ce magasin de réparation de portables qui avait fait des copies des disques durs, dont une copie qu'il avait envoyée à Giuliani. Eh bien, on apprend que le FBI était parfaitement au courant, avec du retard, que Giuliani avait une copie. Et que c'est cette même copie qui a servi à permettre au New York Post de faire son article. Donc, j'ai envie de dire que cette histoire, elle n'est pas surprenante. Mais en réalité, elle ne fait que confirmer ce que l'on doute, ce que l'on sait déjà. Mais que des fois, lorsqu'on en parle, lorsqu'on le raconte, on nous traite évidemment de complotistes. D'autant plus que là, ça tombe mal. Puisque, comme vous l'avez peut-être appris, une nouvelle salve de documents, par contre là, non négligeables, ont été rendus publics sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et les documents, alors je vous mettrai le lien de ces documents, mais évidemment c'est en anglais, et puis je peux vous garantir qu'il y a un paquet de documents en format PDF. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de site ou de personne qui a fait une synthèse un petit peu de ce qu'il y avait dans les documents, mais on sait déjà qu'apparemment, je dis bien apparemment, c'est pour ça que je dis que pour l'instant je n'ai pas trouvé de site qui fait une synthèse sérieuse en faisant des références aux documents qui affirment que ou qui démontrent que, eh bien, apparemment les documents apporteraient de l'eau dans le vin de la théorie des multiples tireurs. Alors, sans remettre systématiquement en question la version officielle de Lee Harvey Oswald, les documents prouveraient que l'assassinat de JFK n'est pas le fait d'un seul homme. Même si vous prenez la version officielle de Lee Harvey Oswald, et Harvey Oswald n'était pas le seul tireur. Et il y avait plusieurs tireurs. Donc évidemment, ça met aussi la CIA
en difficulté. Alors je ne vais pas refaire l'historique, je ne vais pas refaire l'affaire concernant JFK. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire, j'essaierai de vous faire une synthèse de cette histoire, parce que souvent, elle est remplie de soubresauts, de révélations, etc. Mais encore une fois, l'affaire de JFK, c'est une des affaires les plus en top 10, on va dire, des histoires de conspiration qui fascinent un certain nombre d'Américains. Mais encore une fois, tant qu'il y aura toujours des conflits d'intérêts ou des implications de certaines personnalités ou d'organisations, d'administration fédérale, on n'aura jamais accès aux autres documents qui, eux, ont été encore et toujours mis sous le grief de documents. L'expression c'est secret d'État ou confidentiel d'État ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Top secret, préféré. Mais néanmoins, de par des actions judiciaires à l'encontre des administrations et des archives fédérales, eh bien, de temps en temps, on réussit à avoir des procès qui aboutissent à ce que des sections de ces documents, des sections de ces archives, dans un délai bien plus bref que ce qui a été établi, soient rendues publiques. C'est un travail de longue haleine. Hein, je rappelle quand même, JFK, c'est 1963. Ça remonte. Et évidemment, on escomptait que l'affaire finisse par s'étouffer, que voilà, c'est de l'histoire ancienne. Mais non, aujourd'hui, vous avez sur plusieurs générations des gens qui se transmettent le savoir, qui se transmettent cette volonté de garder toujours en mémoire les questions qui sont à poser et auxquelles on doit trouver des réponses. Tout ça pour vous dire que souvent dans les romans de science-fiction, enfin les romans de fiction, dans les romans policiers, dans le cinéma, dans les télévisions, on montre souvent des complots au sein des administrations américaines. Mais je veux dire, les administrations américaines, elles ne font pas exception, c'est le cas un peu partout, dans tous les pays, surtout dans les pays industrialisés, dans les puissances économiques. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand on se plonge un petit peu sur le sujet, quand on voit un petit peu la structure même, et qu'on entend souvent des gens dire que les États-Unis est une démocratie et qu'elle défend les libertés. Alors liberté, oui, je peux vous garantir qu'on en a légèrement plus qu'en France. Mais j'ai envie de dire que ces libertés, c'est un petit peu aussi à l'image de ce que l'on peut vivre en Chine. En Chine, vous avez des libertés. Il y a beaucoup de gens qui vivent en Chine, qui sont heureux de vivre en Chine. Mais quel est le point commun finalement entre la Chine, les États-Unis ou la France ? C'est que vous avez des libertés. Des libertés dans des régimes différents. Sauf que même si ces régimes sont différents, même si certains s'autoproclament être meilleurs que l'autre, elles ont toutes un point commun, c'est si qu'en tant que citoyen, vous commencez à poser des bonnes questions, que vous commencez à fouiller là où vous n'êtes pas censé fouiller, que vous commencez à faire de la critique, que vous commencez à exposer du factuel sur ce que vous-même aimez savoir, aimez trouver en réponse à vos questions. Eh bien, suivant certains domaines, suivant certains sujets, en réalité, il ne faut pas le faire. En Chine, vous avez des libertés. Vous avez la liberté de consommer, vous avez la liberté d'avoir des opinions. Mais vous avez la liberté de critiquer le gouvernement. Mais vous savez, cette histoire corse, vous savez, cette histoire qui plaisante sur le fait que vous pouvez rire des Corses, vous pouvez plaisanter sur les Corses, mais il ne faut pas le faire. Et bien là, c'est pareil. En Chine, critiquer le régime, faire de la politique, faire de la dissidence, faire de l'opposition. Vous pouvez le faire, mais il ne faut pas le faire. Eh bien, aux États-Unis et en France, c'est pareil. Il y a des sujets
Vous pouvez poser des questions, vous avez la liberté de chercher, vous avez la liberté d'exiger des réponses à vos questions. Mais il ne faut pas le faire. Parce que si vous le faites, là tout d'un coup, vous allez comprendre que la fameuse démocratie, la fameuse liberté de penser, liberté d'expression, en réalité, elle est à géométrie variable. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels vous ne pouvez pas attaquer. Il y a des sujets sur lesquels vous n'avez pas le droit de lever le tapis. Alors, tant que vous êtes marginal, tant que vous ne touchez que une très infime portion de la population. C'est le cas de Karl Zéro, par exemple, avec ses enquêtes sur les pédocriminels, qui aujourd'hui regardent Karl Zéro. Très peu de gens. Donc ça reste très marginal. Au même niveau que la politique. Aujourd'hui, les partis politiques, vous en avez une multitude. Sauf que, évidemment, les médias font en sorte de ne focaliser l'attention que sur les partis politiques officiels. Et les petits partis politiques, regardez l'UPR, par exemple. L'UPR, aujourd'hui, vous connaissez François Asselineau, parce que la situation, parce que le contexte, à un moment donné, vous a confronté à des situations qui, à un moment donné, vous ont amené à voir s'il n'y avait pas des alternatives. Mais en 2017, avant 2017, très peu de Français connaissaient François Asselineau. Très peu de Français connaissaient l'UPR. Tout comme très peu de Français savaient que Dupont-Aignan avait son propre parti, qui s'appelait Debout la France. Tout comme très peu de Français savaient que Philippot avait quitté le Front National pour créer son propre parti, les Patriotes. Et très peu de Français savent que lorsque la campagne présidentielle a commencé, les fameux parrainages permettent d'éliminer les centaines de petits partis qui se sont proclamés être candidats à l'élection présidentielle. Et attention, quand je vous dis une centaine de partis, je n'exagère pas. Rien qu'en 2022, pour l'élection présidentielle, enfin plutôt 2021, on a recensé à peu près une centaine de petits partis, de micro-partis, qui ont voulu se lancer dans l'élection présidentielle. Mais comme ils n'ont pas eu leurs 500 signatures, il y en a beaucoup d'ailleurs, là, ça élimine. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez le droit, on ne vous interdit pas, mais il ne faut pas le faire. On va vous donner des signes pour que vous compreniez qu'il ne faut pas le faire. Ou si vous le faites, eh bien il y a un moment donné, 1, vous allez être traité de complotiste, 2, vous allez être traité d'extrême droite, 3, vous allez être traité de fasciste, facho, néo-nazi. Vous allez même vous rendre compte que dans vos entourages, il y aura forcément des gens qui sont inconsciemment conditionnés la vie du cerveau pour ne pas accepter vos théories, pour ne pas accepter vos réflexions, pour ne pas accepter vos critiques. Je pense que la pandémie a été très révélatrice dans beaucoup d'entourages. Donc forcément, quand vous avez une affaire comme celle des fichiers Twitter, tout comme vous avez ces affaires qui continuent actuellement dans les fact-checkers français, tout comme aussi dans la sphère des youtubeurs et de Twitch, où là aussi ça commence à s'envoyer des pics. On a appris par exemple Norman, qui est l'un des plus célèbres youtubeurs, a été interrogé pour répondre de plaintes pour harcèlement ou de viol. Oui, mais là encore c'est pareil, c'est toujours le même problème. C'est ok, je ne veux pas remettre en question l'authenticité ou la véracité des propos ou des affirmations, des accusations des jeunes femmes qui accusent Norman. Mais il ne faut pas non plus oublier, prendre en considération le fait que ces jeunes femmes, peut-être, cherchent le buzz, cherchent à se faire aussi du pognon, sur le dos de youtubeurs qui ne gagnent pas le SMIC. Admettons-le. Vous avez aussi des problèmes idéologiques. Vous avez certains
célébrités du Twitch français qui aujourd'hui sont en train de se faire un petit peu canceller parce qu'ils ont à un moment donné le malheur de dire certaines choses qu'il ne faut pas dire. En revanche, vous en avez d'autres qui disent des choses qui sont intolérables. Mais voilà, c'est ce qui fait des dramas. Si vous connaissez Psychodélique, si vous regardez souvent ses vidéos, même si Psychodélique de temps en temps est un petit peu borderline ou survole un petit peu le détail des stories, mais au moins ça nous tient un petit peu au courant de ce qui se passe. Force est de constater que c'est un peu fouillis, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a bien eu des problèmes, est-ce qu'il y a eu, je pense par exemple au Bouzeux, le Bouzeux qui essaye toujours de se tenir à la corde parce que il s'est pris lui aussi du bois vert. Donc, ces milieux-là, pendant des années, ils se sont tirés une sorte de réputation auprès des gens, auprès de communautés, ils ont construit même des communautés, dans ces communautés, des gens qui partageaient plus ou moins leurs idées, ou qui se faisaient aussi un petit peu influencer. Parce que, admettons-le, dans les communautés, que ce soit Facebook, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, etc., je pense pas me tromper qu'il y a à peu près 75 ou 80% des gens qui adhèrent aux idées de ces personnes, mais qui sont incapables de vous les expliquer, qui sont même incapables de les démontrer, voire de voir une explication cohérente. Donc, ça fait partie du plan aussi, hein, c'est laver du cerveau les gens qui ne sont pas capables ou trop feignants pour aller chercher eux-mêmes la compréhension des choses, parce que déjà dans le processus scolaire, on les a désinhibés du libre arbitre ou du sens critique. Alors, je dis pas tous, hein, il y en a qui arrivent quand même à un moment donné à se sortir un petit peu les doigts du cul pour se dire attends, là il y a des trucs pas cohérents, etc. Il y a quand même des gens qui développent un peu d'intelligence pour se dire à un moment donné, il faut que je me fasse mon propre opinion par moi-même, donc je vais aller chercher, je vais aller piocher, je vais aller fouiller dans les détails de l'histoire, de la politique, de la géopolitique, etc. Et d'ailleurs, très souvent, ces gens-là, on finit par les retrouver dans leur bon sens, et c'est les mêmes qui, le jour où ils commencent à expliquer des choses, etc., qui se font traiter d'extrême droite, qui se font cracher dessus. Et je vais terminer avec un phénomène assez étrange qui est arrivé. Vous connaissez ce journaliste, Monsieur Cohen, Patrick Cohen. Si vous le connaissez, vous savez quel est son penchant, vous savez que c'est un petit soldat de la bien-pensance, qui agit, je crois, sur Europe 1, qui agit surtout sur C'est à vous, l'émission sur la 5e, mais qui a fait un édito, qui a fait une chronique, qui était assez surprenante de sa part. Il a fait une chronique sur le fait que Paris devenait invivable. Patrick Cohen qui fait une chronique sur un Paris invivable. Ayant aussi une critique, une responsabilité auprès de la mairie de Paris et plus particulièrement de la politique d'Hidalgo. Et là, je me suis dit, tiens, le vent est en train de tourner. Pourquoi le vent est en train de tourner? Tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit, la situation va s'aggraver, elle va se détériorer, économiquement, socialement. Et là où ça va prendre toute sa mesure, c'est évidemment les grandes villes, les grandes métropoles. Et évidemment Paris. Paris, où on a appris il y a quelques jours que le prix des abonnements de transport, des transports en commun, va augmenter. Et évidemment, les gens, à un moment donné, ceux qui sont un petit peu sensés, surtout ceux dans certains secteurs d'activité qui se plaignent, comme par exemple la restauration, apparemment la restauration en France subit un petit peu le même problème que nous avons ici aux États-Unis, c'est qu'ils ne trouvent pas de gens. Alors en France, le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas de gens. Mais oui, les restaurants intramuros à Paris, à votre avis, les gens qui vont travailler comme cuistots, comme serveurs, etc., est-ce qu'ils ont les moyens de vivre dans Paris? Non. Donc très souvent, c'est des gens qui vivent extramuros, dans les banlieues. Donc si vos systèmes de transport en commun défaillent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de RER, il n'y a pas assez de bus,
plus le trafic dans Paris qui est bordélique, il y a un moment donné où si c'est passé 2 heures le matin pour venir bosser dans le restaurant pour 3 francs 6 sous, vous subissez exactement le même phénomène qu'il y a aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, vous avez des restaurants qui payaient au lance-pierre, sauf que la pandémie, elle a aggravé la situation du fait qu'avant la pandémie, on a commencé à avoir de l'inflation. On a commencé à avoir les signes d'inflation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que des serveurs ou des cuistots ou des personnels, plus particulièrement dans les sociétés de maintenance, d'entretien, etc., qui étaient payés à 7, 10, 8 dollars ou 10 ou 12 dollars de l'heure, il y a un moment donné, ils se disent j'ai mieux fait de bosser que 2-3 mois et puis de me mettre au chômage. Donc du coup, ces secteurs d'activité ne trouvent plus de personnes compétentes. Et ce qui fait que vous pouvez prendre une avenue avec plein de restaurants, des fast-food, etc. Vous avez le panneau en face du restaurant. Hiring. On embauche. Alors certaines enseignes ont augmenté leur salaire. Elles ont été obligées. Ils n'avaient pas le choix. Par exemple, vous aviez des restaurants qui payaient le taux minimum que je vous avais montré sur le fameux document qui était à 7,53 dollars de l'heure. Certains se sont dit, non, on n'a pas le choix, on est obligé de monter au moins 10 dollars, voire 15 dollars de l'heure, pour être attractif, pour faire revenir les gens, qui plus est des gens compétents. Sauf que le problème, c'est que les gens compétents, eux, ils ont trouvé d'autres boulots à 15 dollars de l'heure. C'est bien que tout ce qui est McDonald's, Wendy's, Five Guys, Bojangles, toutes ces enseignes, toutes ces franchises, etc., aujourd'hui, ils sont en slip. Trop tard. Donc en effet, ils trouvent des gens, ils trouvent des jeunes, mais souvent inexpérimentés, et ils sont obligés d'investir, parfois, parce que quand vous travaillez dans une cuisine, vous êtes obligé d'avoir un certificat que je vous avais dit que moi j'avais de la chance, parce que je l'avais renouvelé au mois de septembre, donc je crois qu'il est valable jusqu'en 2025, donc à la limite je suis tranquille, ça me fait un avantage. Mais vous avez des jeunes aujourd'hui qui travaillent dans les cuisines qui n'ont pas ce document, qui n'ont pas cette certification. Donc les restaurants sont obligés, à un moment donné, si jamais il y a un contrôle sanitaire, il faut qu'au contrôle sanitaire, le responsable de l'établissement puisse prouver que toutes les personnes qui touchent la nourriture ont au moins suivi une formation sur l'essentiel sanitaire à respecter. Sauf qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et du coup, ils sont obligés de se débarrasser de ce personnel, ou alors ils sont obligés d'investir pour faire passer ces diplômes à ces personnels. Sauf que le problème, exactement comme ce qui se passe en France, c'est qu'une fois que le jeune il a le diplôme, il va voir ailleurs où c'est mieux payé. Et c'est exactement ce qui se passe en France. En France, vous avez des entreprises aujourd'hui qui ont peur d'investir sur des personnes pour leur faire passer des certifications qui sont obligatoires pour pouvoir œuvrer dans le secteur d'activité dans lequel ils ont des besoins, mais ils ont peur qu'une fois que l'employé est titulaire de cette certification ou de ce diplôme, mais qu'ils ne peuvent pas l'embaucher pour l'instant en CDD, en CDI, pardon, donc ils l'embauchent en CDD, parfois en partiel, etc. Il y a un moment donné où la personne, elle a le diplôme, c'est génial, donc maintenant qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, alors quand est-ce que vous me mettez en CDI? Quand est-ce que vous me donnez un temps plein? 35 heures? Là pour l'instant c'est pas possible, etc. Ah bon? D'accord. Et ils vont voir ailleurs. Et puis un jour, ils trouvent une société qui est prête à leur payer un salaire légèrement plus élevé, ou le même salaire, mais au moins en temps plein, et en CDI. Et c'est souvent des petites entreprises d'ailleurs. C'est des petites PME. Les petites PME ont siphonné les compétences et les connaissances des gros groupes. Les gros groupes qui prennent de toute façon les employés pour de l'esclave. Allez chez Amazon, vous allez voir. Amazon aujourd'hui, aux États-Unis, ils en ont même réduit à motiver les jeunes en leur disant
si vous acceptez un contrat chez nous, alors temps plein, temps partiel, vous vous engagez pendant 3 ans, et nous, on s'engage à vous payer vos études universitaires. Donnant. Ils en sont là. Donc vous voyez, dans la conjoncture économique actuelle, il y a des sociétés qui commencent à réagir, qui se disent non, on ne peut pas continuer cette politique budgétaire, à tirer les prix, les salaires toujours vers le bas, à essayer de tirer un maximum de profit des gens sans les payer au mérite de ce qu'ils apportent en productivité, en compétences et en savoir-faire. Sauf que pour l'instant, ça reste une minorité d'entreprises. En règle générale, les grandes entreprises, elles sont focus sur leur budget, voire même veulent absolument continuer à réduire les budgets salariaux, c'est-à-dire qu'ils vont supprimer des postes. Là, on a appris, par exemple, vous avez certaines entreprises qui vont supprimer des postes, supprimer des emplois, pour des raisons, des conjonctures économiques, etc., qui sont liées au problème du coût de l'énergie, bien sûr. Donc forcément, ça a un impact. À partir du moment où votre pouvoir d'achat n'est plus suffisant pour pouvoir se permettre de se déplacer sur des longues distances pour aller travailler dans des centres-villes ou dans des villes ou dans des agglomérations proches de ce qu'on appelle l'intramuros, il y a un moment donné où vous allez voir ailleurs. Voir ailleurs, peut-être pour le même salaire, mais peut-être avec une meilleure qualité de vie. Avec le fait que vous n'êtes pas obligé de vous farcir 1 ou 2 heures de transport ou de route tous les matins et tous les soirs. Eh bien, c'est la même chose ici aux États-Unis. C'est encore pire. Quand les budgets, je prends l'exemple ici en Caroline du Nord, si des gens qui avaient des salaires très bas, lorsqu'ils mettaient de l'essence à 1,95$ le gallon, et qui aujourd'hui se retrouvent à payer à 2,50$, 2,80$, et quand on est monté jusqu'à 4$, il y a quelques mois, forcément, là ça ne fonctionne plus. Comme je vous l'avais déjà expliqué, aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains qui payent en espèces, qui n'utilisent pas de carte, pas de chèque, parce qu'ils n'en ont pas. C'est-à-dire qu'en règle générale, ils essaient de trouver des boulots où ils sont payés en espèces, et les espèces leur permettent de payer la bouffe, le loyer, les factures et l'essence. Bon, sauf qu'en France, malheureusement, ça va être un problème. Donc si les salaires n'augmentent pas, alors en plus, je ne vais pas revenir sur le problème en France, au niveau des charges patronales, des charges salariales, etc., parce que c'est un sujet aussi pareil, compliqué. Quand vous avez un monsieur comme Patrick Cohen qui s'inquiète de voir que Paris commence à se désertifier d'une certaine catégorie de personnes parce que peut-être parce que ça devient infernal, le prix des loyers est exorbitant, oui, parce que sur Paris vous n'avez absolument aucune régulation sur le prix de l'immobilier, donc voilà, je veux dire, il y a un moment donné où vous arrivez au bout du bout. Et puis un jour, vous ne trouvez plus de personnel pour garder votre gamin, pour faire votre ménage, pour vous torcher le cul. Logique. On paye le prix de l'absurdité à un moment donné. Mais on en reparlera. Mais d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si je ne fais pas d'autres vidéos d'ici Noël, que puis-je vous dire d'autre que joyeux Noël? Et pour ceux qui ne veulent pas de religieux, comme ici aux États-Unis, je vous dirai Happy Holidays, joyeuses vacances, pour ne pas se faire référence religieuse. Et oui, ça aussi aux États-Unis.